Qu'est-ce du turfu? Qu'est-ce du turfu? Bon, ça alors? Y a pas un chat à Château Noir? C'est un comble? Tiens, mais qu'est-ce que. Une lettre. Crise du présent. Si tu trouves ce courrier, c'est que je suis déjà parti. Tu vas rentrer en métropole et tu vas reprendre tes intros avec tes comparses de toujours. Babar, Eridan, Nymphadora, tutti quanti quoi. Bref, je suis déjà en train de me désintégrer pour rejoindre ma temporalité, car si on restait ensemble, on créerait des paradoxes temporels, on ferait des gros dégâts. Genre comme les types qui servent à caler des portes au dehors quoi. Mais tu m'as demandé ce que je pensais d'Aria. Et du coup, c'est un peu comme si elle était wannabe des Spice Girls à l'extérieur et Sulfur de Slipknot à l'intérieur. Du coup, je te laisse avec le mashup pour que tu te fasses une idée. J'espère que t'apprécieras, toi le mélomane de la garde de nuit. Allez, adieu et bon épisode sur cette petite guape de fille Stark. Ciao. So I make a disgrace. The only will is my own. I do whatever I want to stay alone. All my decisions make it untouchable and tainted. I'm gonna suffer for the rest of my life, but I will always find a way to survive. I'm not a failure, but I know what it's like. I can take it or leave it or die. Because I think I know what's going on. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur pour une nouvelle patrouille. Alors, le moment est venu de notre grande analyse de personnages annuels. On a déjà fait un sort à Bran en 2021 avec Jon, Babar des Bois et Eridan. Et on s'est attaqué à Sansa l'année dernière avec Nymphadora, Eridan et Babar des Bois. Alors, vous êtes plusieurs milliers aujourd'hui à avoir écouté ces épisodes dédiés et on vous en remercie. Si vous avez atterri là par hasard et que vous souhaitez en savoir un petit peu plus, on vous invite à aller écouter tout ça. C'est disponible dans la liste des podcasts de la garde de nuit. En ce qui nous concerne aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'Arya. C'était la suite logique après avoir fait Bran et Sansa, hein, dans la continuité des enfants Stark, toujours en s'intéressant du coup à des personnages POV, donc point de vue. Et en ce qui concerne l'équipe du jour, eh bien nous avons Eusor qui était venu cette saison nous causer déjà de Dunkelhoff. Salut Eusor. Salut, bonjour tout le monde. Et à ses côtés, vous allez retrouver quelqu'un qui n'était pas venu dans le son du mur depuis le bilan de saison 1 de House of the Dragon, mais que vous pouvez retrouver de temps à autre sur Twitch. J'ai nommé Schrödinger. Salut. Quant à moi-même, vous commencez à bien me connaître. Je suis Chris, celui du présent et pas celui du turfu. On va commencer ce podcast avec une petite question pour les deux intervenants du jour. Arya, vous l'aimez un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout? Allez, Eusor. Je l'aime bien, ouais, j'aime pas ça, je pensais, je l'aime bien. Alors, dire que je l'aime passionnément, ça serait un peu exagéré, et puis on pourrait me poser des questions. Non, je l'aime bien parce que elle sort un peu du lot des personnages nobles qu'on croise dans toute la série et qu'on suit. Quand je dis la série de livres évidemment. On découvre des choses avec elle, on voyage, et puis elle a ce petit caractère rebelle, c'est facile à aimer, donc moi je l'aime bien. Et toi, Schrödi? Bah, je veux pas être super original, mais je l'aime bien aussi. Et je me demande si je l'aimais autant avant de voir la série, parce que j'ai surtout retenu des thèmes dont on parlera, hein, mais sur son lien avec de certains assassins. Et en relisant tous les chapitres, je me suis dit, mais en fait, il y a très peu de chapitres sur Bravos et les sans-visage. Et je pense que cette partie de la série m'a quand même bien marqué. D'un côté, il y en a un qui aime plutôt se balader dans le conflant en mode avec les pouilleux et tout ça, puis de l'autre, il y a tous les mystères qui sont derrière, qui se rejoignent un petit peu. Donc bon, finalement, c'est les deux axes, on va dire, qu'on va détricoter autour d'Arya. Enfin, en tout cas, deux des nombreux axes qu'on va traiter aujourd'hui. Petit point spoiler avant toute chose. Arya, son arc narratif s'arrête à Dance with Dragons. On a également quelques éléments de réponse sur la suite de son histoire avec la série. Là, nous, on a décidé d'arrêter
l'aventure d'Arya au chapitre Merci, qui est un chapitre provisoire, qui normalement est prévu pour le bouquin qu'on attend toujours, à savoir The Winds of Winter. Ce chapitre-là, en l'occurrence, il est sorti le 26 mars 2014 en VO sur le site de Martin, et site de Martin qui va tomber en panne, hein, un petit peu au passage, un peu comme son auteur à cette époque-là, puisque c'est le moment où Martin n'écrit plus beaucoup après sur le Trône de Fer. C'est le moment où l'avancée de la série lui mine un peu le moral. Le chapitre est sorti en français, c'est pour ça qu'on l'a inclus dans le corpus de texte. Il est sorti en 2015 dans le magazine Lire en VF, et ça faisait l'objet d'un partenariat avec Pygmalion, puisque ça devait être, je pense, une sortie unique quand Lire va refaire un hors-série en 2019 pour accompagner la saison 8 de la série. Le chapitre ne sera pas de nouveau au programme dans ce truc-là, alors qu'on a retrouvé des articles qui étaient déjà parus dans celui de 2015. Ce chapitre, il a une petite histoire, c'est-à-dire qu'il devait ouvrir A Dance with Dragons, qui était le roman initial qui devait suivre du coup A Storm of Swords, après le trou de 5 ans. Donc c'était le projet de 2004, hein, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre les deux trilogies du Trône de Fer, et puis A Feast for Crows s'est invité au milieu. Le trou de 5 ans a été effacé, et ce qui devait être ce premier chapitre d'Arya a fini par devenir le dernier chapitre d'Arya dans A Dance with Dragons en 2011. Et finalement, il a été déplacé au début de The Winds of Winter, qu'on attend toujours depuis. Concernant ce qu'il traite, puisqu'il s'agit d'un chapitre d'Arya à Bravos avec une histoire de théâtre et une histoire d'assassinat, ça a été traité en partie par la série en saison 5 et 6, et c'est juste qu'on a déporté la victime d'Arya, puisque ce n'est pas Raftumiel qui est assassiné par Arya dans ce chapitre, mais Meryn Trant. Voilà. Donc si vous ne saviez pas, vous êtes désormais spoilé. Si vous le saviez déjà, vous êtes en terrain inconnu, et on va du coup pouvoir attaquer tranquillement l'analyse. Alors, pour commencer, un petit point sur le nom d'Arya, puisque c'est un nom qui ressort un peu du lot à côté des Brandon et des autres Édouard du Trône de Fer, hein, puisqu'on a quand même des noms qui sont un peu courants, mais qui ont été un peu déformés par Martin. Arya fait un peu figure d'exception, un peu comme Daenerys. Arya, c'est on va dire une racine qu'on retrouve un peu partout. C'est Eridan qui a souligné ça pendant qu'on préparait l'émission avec Eusor et Shrodi, comme quoi c'était quelque chose qu'on retrouvait assez souvent chez Martin, avec les Aerys, les Aerion et tout ça, notamment tous les Targaryens. En l'occurrence, c'est pas sûr que ce soit un prénom foncièrement royal au moment où il commence le Trône de Fer, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on pense qu'il y a une influence de l'Arcane des épées de Tad Williams. On a fait un live Twitch avec Emmanuel Chastelière là-dessus, donc Gilles Ossen de Delbakin. L'Arcane des épées, c'est un ouvrage qui a grandement influencé Martin, notamment on a pas mal de ponts avec le Trône de Fer. On en a déjà causé, donc je vous invite à retourner voir la vidéo si ça vous intéresse pour d'autres sujets, mais il est possible que Arya soit en réalité Maria de l'Arcane des épées, qui est une princesse déguisée en garçon qui va se retrouver à errer avec le personnage principal pendant pas mal de temps. Donc on peut trouver des petits ponts de ce côté-là. D'un autre côté, on a le mot aria, qui est quelque chose qui existe. Une aria, c'est une pièce de musique écrite pour une voix seule dans un opéra, ou dans toute autre forme musicale italienne de l'époque baroque ou ultérieure, accompagnée, alors pour les détails, d'une basse continue ou d'un ensemble d'instruments qui peut aller jusqu'au grand orchestre. Cet aria, du coup, puisque c'est le terme que ça désigne, et on pourrait dire un peu, on peut la rapprocher de l'aria du Trône de Fer, avec notamment le côté italien, hein, puisqu'on va reparler de Bravos un peu plus tard, mais on n'a pas vraiment de source qui nous indique que c'est une inspiration de Martin, hein. Là-dessus, on en a parlé un peu avec Babar, qui du coup nous a dit qu'elle avait fait des recherches au moment d'écrire Les Mystères du Trône de Fer 2, et que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être sourcé,
mais on peut y penser parce que le rapport à la musique d'Arya n'est pas complètement anodin. Je crois que Shrodi, tu voulais réagir par rapport à cette possible étymologie. Oui, ça m'a évoqué 2 choses. Bon, le fait que donc l'Aria, ce soit une pièce écrite pour une voix seule, ça me posait la question de savoir si, Aria était faite ou non pour être seule. C'est un questionnement qui me semble revient souvent, avec notamment ce que lui disait son père sur le loup solitaire et la meute. Et j'ai l'impression que c'est un peu un questionnement qui va la travailler tout au long de son arc, jusqu'au dernier chapitre qu'on a pu lire. Parce que je pense qu'elle se voit comme un animal, solitaire, comme un loup solitaire, mais finalement, dans les faits, elle est quand même souvent entourée, pas forcément des bonnes personnes. C'est le moins qu'on Et puisse dire. voilà. Je qui, je pense, quand même déteigne un peu sur elle. Et bon, ça nous amènera peut-être à la question de la fin, de son histoire et donc, la série de ce qu'on en a vu. Mais est-ce qu'elle finira seule? Est-ce qu'elle retrouvera un groupe, ce genre de questions. Et puis aussi sur son rapport sur le rapport entre Arya et la musique, c'est un peu marrant parce que je pense à la musique et la danse et ce genre de choses, on imagine quand même beaucoup plus Sansa, qui a de nombreuses dispositions sur tous ces arts, alors qu'Arya, elle est quand même plutôt mauvaise et elle rate tout. Et donc c'est un peu comique. Même si finalement, je pense qu'Arya va développer, d'autres arts, notamment, l'art, de l'épée et puis l'art de l'assassinat plus tard. Ouais. Définition au Zor, tu voulais théâtre. intervenir? Non, je disais, elle développe plus l'art, elle, c'est plus le théâtre, le- à la façon de Varys finalement, d'être un mummer, je crois qu'ils appellent ça. Un, un petit qui va tirer les ficelles et qui va réussir à se déguiser. Là où Sansa, elle se met plus en avant et se cache pas, se masque pas. Bah, après, il y a quand même un rapport à la musique dans le parcours d'Arya qui est la terminologie qui entoure son escrime. Si on prend le water dancing, donc la danse de l'eau, on est sur quelque chose de musical pour le coup. Et alors en fouillant un petit peu dans les internets, il y a quand même une théorie qui ressort qui est l'idée d'Arya en tant que cygne noir. Donc on a deux choses, on va dire, qui relèvent de cette théorie-là. Bon, d'un côté, la danse de l'eau, bon, c'est facile de voir le ballet, donc le cygne noir, ça va nous évoquer le lac des cygnes de Tchaïkovski, donc du coup le cygne blanc, le cygne noir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer brièvement, il y a une histoire de prince qui tombe amoureux d'une princesse cygne, qui est un cygne blanc qui a été envoûté par un sorcier, donc condamné à être cygne le jour et princesse la nuit, ou l'inverse, je ne sais plus, ça y est, mais quelque chose dans ce goût-là. Et le sorcier va tenter de Ouais, tromper le prince avec sa propre fille, pour le coup, qui va être le cygne noir, dont il faut se méfier. Donc on a, je pense, alors je ne saurais pas dire s'il y a une influence, parce que je ne pense pas que Martine la revendique, mais l'idée de la dualité entre le cygne blanc et le cygne noir, c'est quelque chose qu'on retrouve très bien avec Arya et Sansa, notamment le côté princesse au cygne qu'on va plutôt avoir tendance à attribuer à Sansa. Et à ce sujet-là, je suis en train de penser à Balon Swan, mais je ne me souviens plus si c'est lui qui colle des tartes à, à Sansa dans le bouquin. Mais bon, voilà, effectivement, hein, des signes, il y en a. Il y en a aussi dans le parcours d'Arya, puisqu'elle en croise notamment des signes noirs sur le lac d'Arenal. Donc on peut penser un peu à tout ça, sachant que les enfants Stark sont tous associés à des oiseaux. Hein. John et Bran vont être associés aux corbeaux et aux corneilles. Donc John avec la garde de nuit, on peut penser à Bran avec la corneille à trois yeux, et Sansa, ça va être le songbird, donc le petit oiseau en anglais. Donc c'est plutôt celui de la chanson. Donc on a vraiment une association à ce niveau-là. Alors c'est plus l'idée là, c'est plus de vous livrer la piste de réflexion et de voir ce qu'on peut tirer dessus, mais dans les faits, il y a quelque chose à voir. On peut aussi aller du côté du vilain petit canard, qui est souvent le black sheep en anglais, donc on retrouve la terminologie du noir au milieu de quelque chose de blanc. On peut penser aux cheveux d'Arya, qui pour le coup sont bruns, alors que tous ses frères et sœurs sont plutôt auburn. Donc il y a plein de choses à tirer de ce côté-là. Je vous invite à chercher un peu si vous voulez voir un peu pour le Black Swan. Mais il est possible qu'Arya trouve quelque chose dans ce sens-là, et c'est marrant parce que du coup, Shrodi, tu disais que la question était de savoir si elle allait finir seule ou pas. Alors,
Pour revenir sur le lac des Cygnes, l'histoire peut se terminer de manière dramatique ou non. Il y a plusieurs variantes sur ce sujet-là. Est-ce que le prince succombe aux manigances du sorcier et du coup perd sa promise, ou est-ce que l'amour triomphe de tout? Peut-être que il y aurait un élément de réponse là-dedans à aller chercher. Est-ce que Arya, au stade où elle en est, peut-être encore sauvée par de l'amour? Alors pas forcément de l'amour, on va dire amoureux, mais ça peut être de l'amour familial en l'occurrence. J'espère quand même que Martin ne va pas nous faire plusieurs fins alternatives comme dans le lac des Cygnes. Mais- Et pourquoi pas, et pourquoi pas. Non, mais c'est intéressant de se demander si elle va pouvoir s'en sortir, si elle a envie de s'en sortir aussi, parce que plus va et les derniers chapitres enfin, de, de Merci, elle est complètement dans son rôle et je suis pas sûr qu'elle ait vraiment envie en fait d'être sauvée d'une quelconque façon. Alors on en parlera peut-être plus tard, mais cette histoire de vilain petit canard ou de cygne noir, ça elle l'est, c'est sûr, parce qu'elle est complètement construite en opposition aux autres enfants. Elle est de moins en moins Stark, enfin, elle est toujours un peu Stark, mais elle se détache sur plein d'aspects. Et est-ce qu'elle a envie d'en redevenir une euh, dans les prochains chapitres qu'on aura d'elle? En tout cas, il y a ce qu'elle veut et il y a la réalité qui est que la nuit, quand elle est Oui, plus c'est tout ça. à fait consciente, son passé et son lien avec les Stark la poursuit à travers sa louve et même si elle n'a plus envie, en fait, son identité la poursuit. Oui, c'est sûr elle va recroiser de toute façon. Enfin, j'imagine qu'elle va forcément d'une façon ou d'une autre recroiser son passé et redevenir. Enfin, si elle a pas caché, si elle a pas jeté pardon son épée, si elle a toujours ses rêves de loup, si c'est que d'une certaine façon elle sera toujours un peu dans la meute. Ça n'empêche elle est un peu à côté, elle est construite d'une façon différente. Donc ouais, je suis assez, enfin au moins curieux pour et ce parallèle avec le lac des Cygnes, signe blanc, signe noir est assez marrant. Il y a ce parallèle de toute façon, signe blanc, signe noir avec Sansa. On peut en parler avec le point fille rebelle, hein, un peu qu'on avait préparé dans notre petit conducteur. Le personnage d'Arya est quand même, on va dire, le garçon manqué, la garçon manquée par excellence. C'est un archétype qu'on va avoir tendance à retrouver dans de nombreuses fictions. On a déjà traité un petit peu, alors je le signale ici, la manière dont était construite Arya par rapport à Sansa dans la saga. Ça a été traité dans le podcast sur Sansa. On va dire que Martin a une vision du féminisme qui est issue des années 70, donc du coup c'est normal que sa figure de proue du féminisme soit plus Arya que Sansa. Et on avait traité de est-ce que Sansa peut être une figure féministe finalement avec son comportement dans le podcast. Donc maintenant la question va se poser pour Arya. Bah, sur la question féministe, je sais pas, mais il me semble que si on peut regretter un peu la facilité du fait d'opposer deux figures féminines, sachant qu'il y en a quand même finalement peu des figures. Quand on pense au Trône de Fer, je sais pas, il y a peut-être plus de modèles masculins qui ressortent, mais en tout cas, donc on peut critiquer ou on peut émettre des réserves sur la facilité avec laquelle on oppose Arya et Sansa. D'un autre côté, je pense que ça renvoie à une réalité aussi, où Sansa et Arya vivent dans un monde complètement patriarcal. Il y a tout qui est fait pour qu'elles s'opposent, en tout cas elles sont très différentes, et je pense que c'est aussi le monde dans lequel elles vivent qui font qu'elles vont s'opposer plutôt que de chercher à s'allier et à s'en sortir toutes les deux. Et peut-être que, en tout cas moi je peux espérer que ce sera quelque chose vers lequel on ira vers la fin. En fait au début on les découvre complètement en opposition et très souvent en conflit. J'espère que les voyages, enfin les aventures vécues par l'une et par l'autre vont pouvoir à terme les rapprocher. Mais il me semble que c'est pas non plus complètement idiot dans l'univers du Trône de Fer de voir deux jeunes filles qui, parce qu'elles sont complètement différentes, vont chercher à s'opposer plutôt que tout de suite essayer de s'entraider. Je trouve que ça a un sens aussi et que ça dénonce aussi et ça raconte des choses sur le patriarcat et sur la difficulté bah, d'être une femme dans cet univers. Mais en plus là, c'est encore des petites filles.
Arya a 9 ans, c'est ça, au début de la saga? Tout à fait. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, elles sont jeunes et elles sont sœurs et enfin, naturellement, dans une famille, il y a souvent des enfants qui se construisent un peu en opposition. Là, il y a que 2 filles, donc là, qui sont, bah, on le voit dans les premiers chapitres, elles sont élevées un peu à part de leurs frères, enfin, de toute façon, avec une septa dédiée juste pour elles et tout. Donc elles se construisent un peu en opposition l'une de l'autre pour exister, aux yeux des autres. Et c'est assez naturel et tu pourras le retrouver dans des familles, même à notre époque autour de nous, enfin, c'est des choses qui arrivent aux enfants. Qu'avec leur évolution, qu'avec, elles vont grandir, elles vont, comme tu dis, vivre pas mal de choses, assez horribles pour l'une comme pour l'autre, qu'elles se retrouvent à la fin sur, plusieurs sujets et que finalement elles soient, réunies, ça me paraît pas du tout impossible et ouais, ça pourrait peut-être être la voie de la, alors je sais pas si c'est de la rédemption, mais du retour aux sources en tout cas pour Arya. Peut-être qu'elles se retrouveront dans la haine des hommes. Ça ferait une belle histoire. Ça ferait une histoire en tout cas. On verra. Du coup, une réflexion qui me vient pour vous qui avez bien fait votre boulot et relu les 33 chapitres d'Arya. Est-ce que on a une Arya qui penche, enfin qui est plus souvent en train de penser à ses frères ou à ses sœurs, ou même on peut penser à sa mère, hein, puisqu'elle est quand même elle est quand même dans l'objectif de rejoindre Jon dès le début de Clash of Kings, hein, ça reste le projet en suivant Yoren, puis de tenter de rejoindre Robb, mais comment est-ce qu'on inclut, on va dire, les figures féminines familiales autour d'elle, on va dire, en termes de pensée, quoi. Eusor? Du coup, le fait qu'elle soit plus proche de son demi-frère, Jon, fait qu'elle pense naturellement plus à lui pendant toute la durée de son voyage jusqu'à Braavos, où elle continue à penser à lui, à travers Aiguille notamment tout au long de son trajet. Elle pense aussi à Robb, mais plus comme un moyen, une sécurité à les retrouver quelque part, moins je pense qu'il y a moins un côté affectif qu'elle a par rapport à Jon et ses 2 petits frères, elle y pense moins souvent, mais parce qu'elle a aussi une relation moins fusionnelle ou moins fraternelle avec eux. Pour ce qui est des 2 figures féminines, donc sa sœur, et sa sœur finalement elle y pense assez peu, mais il y a quand même plusieurs fois où on lui rappelle, son existence et enfin ce qui me revient surtout en tête là, c'est le moment où elle apprend, que Sansa a été mariée de force à Tyrion, où elle voit ça comme une espèce d'aberration en disant: «C'est pas possible que Sansa ait fait ça». Et pas du tout comme, elle en veut pas à Sansa d'avoir fait une sorte d'erreur, je pense, mais donc elle est quand même relativement compatissante, on peut dire, envers sa sœur, même si c'est peut-être pas la plus grande force d'Arya. En tout cas à ce moment-là et ça revient un peu à ce qu'on disait au début, je pense que petit à petit, elle en veut moins à sa sœur d'être si parfaite parce qu'elle la voit plus elle l'a plus tous les jours sous les yeux et qu'elle a d'autres choses à penser. Et pour ce qui est de sa mère, finalement, il y a elle cherche à la rejoindre comme quand elle cherche à rejoindre Robb, et elle va en vouloir énormément à Clegane de ne pas la laisser rejoindre bah, la fête où ils sont tous, enfin les noces pourpres finalement, alors que finalement Clegane la La sauve à ce moment-là. fête. Mais la fête, c'est une début de fête, ça, une fête qui tourne mal. Ouais, mais elle cherche à la rejoindre, elle en veut à Clegane de ne pas la laisser y aller parce qu'elle pense qu'elle aurait pu la sauver, qu'elle était si proche du but d'enfin retrouver sa famille, retrouver la meute, etc. Qu'elle lui en veut beaucoup. Et quand elle découvre que sa mère est morte, à travers ses rêves de loup, quand elle enfin, sous les traits Nymeria, elle va sortir le cadavre de sa mère du fleuve. D'un coup, elle arrête de penser à sa mère. C'est comme si, soit elle refuse d'y penser pour se protéger, soit elle arrête complètement d'y penser parce qu'elle tourne la page, sa mère est morte, point. Mais, mais elle y pense beaucoup d'avant et plus du tout après. C'est assez marrant à noter, sur ce que veut la psychologie d'Arya qui est un gros sujet aussi. Bah, on passe un peu d'un personnage qui est attachant parce qu'il est un peu casse-cou et qu'il a peur de rien à une réflexion peut-être sur qu'est-ce que ça veut dire avoir peur de rien, justement, se vider un peu de ce type d'émotion euh, pour, on va dire, bah, devenir personne, quoi. Ce qui est un peu le sujet de l'arc d'Arya. Oui. Et ça rejoint en même temps
la problématique que Martin aborde avec ses narrateurs non fiables, qui est celle de la mémoire, de la manière dont on est capable de la travestir, de fabriquer des faux souvenirs, et finalement de croire à ses propres chimères, puisque on a pas mal de personnages, bon, notamment Sansa, hein, où vous aurez l'occasion d'aller écouter soit La Chandelle de Verre sur le souvenir d'un baiser, soit l'épisode sur Sansa, mais on a de la fabrication d'épisodes de la vie de Sansa par le personnage pendant la narration. Bah, par rapport à Sansa, il y a notamment Sandor Clegane qui fait le lien un peu entre les 2 parce qu'il quand il retrouve Arya, il lui parle à plusieurs fois de sa sœur et là encore, elle s'interroge un peu parce qu'elle comprend pas trop ce que sa sœur a pu faire avec ce méchant bonhomme et ensuite sur, Arya et les figures féminines, bah, on fait quand même rapidement le constat que, de tous les personnages qu'elle va croiser et avec qui elle va interagir, c'est en fait quasi exclusivement des hommes et on sait pas trop si c'est qu'elle avait vraiment pas de relation avec sa mère. En tout cas, moi, c'est pas très clair pour moi, mais c'est sûr que quand elle repense à sa famille, elle va penser à son demi-frère, elle va penser à son père, mais très rarement à sa mère et sa sœur. Est-ce que c'est conscient ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut constater qu'elle s'entoure. Est-ce que c'est vraiment elle qui fait le choix? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, elle s'entoure quasi exclusivement d'hommes. Elle fait en partie ce choix, je pense notamment quand elle passe, un rapide passage à la Glandée, où on lui fait mettre des robes, on lui fait se laver et elle a l'occasion de croiser une petite noblesse, mais qui est une femme et ça a pas l'air Lady de Petitbois. ouais, pardon, Lady Petitbois, merci. J'ai essayé de faire plein de périphrases parce que je trouvais plus son nom. Mm. Mm. Elle a pas l'air de vouloir rester beaucoup en contact avec elle et elle va vite rejoindre, Gendry dehors, si je dis pas de bêtises et elle est pas mécontente de repartir, en fait. Bon alors, certes, parce qu'à ce moment-là, elle veut juste rejoindre, enfin, elle veut rejoindre sa famille, qui elle doit être vendue, contre une prime. Une belle somme d'argent. Mais n'empêche que c'est ça son but, donc oui, elle veut peut-être pas s'attarder aussi pour cette raison, mais elle a pas l'air de rechercher à ce moment-là plus la compagnie, de Lady Petitbois, que Gendry bah, avec qui elle a pourtant a priori moins en commun sur tellement d'aspects. Ouais, et puis les hommes dont elle va s'entourer enfin, qui vont faire partie de son entourage, en tout cas, sont des hommes dangereux. On va dire que le Arya suit un peu, je pense, le même cheminement pour le coup que le lecteur. Alors je pense à ça là, je vous pose ça là tel que je me fais la réflexion. C'est-à-dire que Eddard meurt, donc sa boussole morale est annihilée. Bonjour, bienvenue dans l'univers de Westeros. Et par conséquent, on va espérer retrouver ce qu'on a perdu, notamment en allant vers Jon, notamment en allant vers Robb, qui sont des figures, on va dire, héritières de Ned au sens vraiment très honorable du terme. Et ce cheminement, bah, ça fait qu'on va vouloir sortir très vite de Port-Réal, un peu comme Arya, qu'on va vouloir aller très vite au nord. Et au final, bah, ce parcours, il est parsemé de figures horribles. Alors, pour certaines, ou en tout cas, toujours à la marge. Si on prend la liste, on a Syrio Forel, qui est quelqu'un qui n'est pas de Westeros, on a Yoren, qui est quelqu'un de la garde de nuit, donc qui n'est plus vraiment dans la société des Sept Couronnes. On peut prendre le Limier, qui est un faux chevalier, on a Beric Dondarrion, qui est un hors-la-loi et qui est même un fantôme, puisque c'est un revenant. Tous ces personnages-là vont l'entourer, c'est des personnages de marginaux. Et est-ce que finalement, ça explique pas aussi le fait que Arya finisse par quitter le territoire, puisque à la suite de ces rencontres, elle n'a plus personne. Bon, aussi parce que accessoirement, il y a eu les noces pourpres, mais ça joue un peu aussi. Oui, non, t'as raison, en fait, elle se construit et puis il faut pas oublier qu'à ce moment-là, elle est encore jeune, en fait, quand Eddard se fait décapiter, elle est encore très jeune et elle finit, en fait, de se construire, avec les modèles qu'elle a sous la main. Le premier qui tombe, c'est Yoren, qui est quand même loin d'être un enfant de cœur et ça ira pas en s'améliorant avec la suite. Yoren, j'ai découvert Le que la série lui avait inventé un background où il avait tué son frère. Alors, c'est pas le cas dans le bouquin, hein, mais on saura jamais pourquoi est-ce qu'il a rejoint la garde de nuit. Mais bon, si on prend le constat qu'on a en parallèle avec John, c'est que des ramassis d'assassins, de voleurs, de meurtriers, c'est probablement pas une C'est pas un personne enfant de très cœur et puis même saine la non plus, façon quoi. dont il parle avec les recrues, dont il va
punir ou frapper ceux qui sont un peu les traînards sur la route. Enfin, c'est clairement pas un noble chevalier comme les aime Sansa. Et c'est un peu enfin, c'est le père de remplacement qu'elle a tout de suite sous la main. Et à partir de là, ça va aller de mal en pire. Donc oui, elle va se construire avec ces images-là sous les yeux. Et ça explique sans doute pourquoi elle part, enfin en partie pourquoi elle part du continent. Elle aurait peut-être pu aller ailleurs parce que finalement le mur était encore une option, même si c'est extrêmement loin et que Clegane lui explique que c'est plus possible parce que le Neck est tenu par des ennemis et bon, pour tout un tas de raisons, elle peut pas y aller. Et c'est son objectif avant de partir à Bravos. Mais oui, c'est pas étonnant en tout cas qu'elle glisse comme ça petit à petit vers une autre personnalité et vers une autre façon d'envisager les relations qu'elle a avec les gens. Il y a un lien avec un personnage féminin que je trouve intéressant, c'est le lien avec Lyanna Stark, où je Mhm. pense que c'est Ned qui doit lui faire, qui lui en parle en lui disant que Arya lui fait penser à Lyanna, et il me semble que c'est Arya qui se fait la réflexion que il y a une différence entre les deux, c'est leur beauté. On répète à Arya depuis le début qu'elle est laide, ce qui n'était pas un trait de Lyanna Stark. Et c'est un point intéressant. Je ne sais pas si ce sera creusé par la suite, mais quand on voit le propre lien qu'a Arya avec Jon, c'est assez intéressant. Ouais, puis elle en est consciente enfin, elle se le c'est au moment de son évasion de Harrenhal, où elle est à cheval avec les 2 autres, qui suivent, tant bien que mal sur les chevaux qu'ils ont volés et elle se dit: Enfin, si j'étais toute seule, je fais du cheval aussi bien que ma tante et je serais déjà partie et je serais déjà bien loin alors que les autres me ralentissent». Donc elle a bien intégré ce lien avec Lyanna. Et c'est peut-être une des seules figures finalement féminines qu'elle a à ce moment-là. Oui, dont elle n'a que le souvenir très élogieux en fait de la part de tout son entourage. Et Lyanna, elle s'inscrit en même temps qu'Arya dans une autre mesure dans la longue tradition des jeunes filles rebelles. Là, pour le coup, c'est Eridan qui nous avait soumis cette réflexion, notamment dans les tragédies grecques, donc celle qui s'oppose, on va dire, par la désobéissance civile au pouvoir en place, euh, pour valoriser un autre type de lien. Donc, lui, il a cité Électre et Antigone, et qui sont toujours notamment mises en valeur parce qu'elles sont dotées d'une sœur qui, elle, accepte les contraintes sociales, donc Chrysothémis et Ismène dans le cas respectivement d'Électre et d'Antigone, donc Arya et Sansa. Presque on pourrait rajouter Lyanna dans tout ça, mais Lyanna n'a pas de sœur, si je ne dis pas de bêtises. Non, elle a 3 frères, mais elle s'oppose elle s'oppose aux 4, enfin elle est pas la fille, qu'on attend qu'elle soit à ce moment-là, enfin, dans cette Et Arya s'inscrit également dans le schéma de vengeance qu'on va retrouver dans ces œuvres-là. Alors on aura l'occasion de développer un peu sur la vengeance, mais on peut dire qu'entre les rencontres qu'elle fait, le souvenir de Lyanna et tout ça, ça finit par forger un personnage qui va se retrouver avec une petite obsession quand même. Je pense qu'il faut qu'on mentionne à ce moment-là, parce qu'on va parler de la psychologie du personnage. Une petite litanie de noms répétés tous les soirs comme une prière, dont le seul objectif est de les rayer de la liste et de les anéantir, finalement. ça fait un peu peur, oui, d'accord, dit comme ça, forcément. Heu, N'empêche que la vengeance, elle lui vient un peu pas dire naturellement, mais c'est aussi parce qu'elle a plus que ça au bout d'un moment. Est-ce que c'est pas plus par nécessité qu'autre chose? Elle veut se venger de tout le monde, alors c'est pas la réaction qu'auront d'autres personnages. Heu, Sansa pense pas à un moment à vouloir absolument tuer tout le monde, alors que pourtant elle a aussi plein de raisons de le faire. Ouais, elle pense à pousser Geoffrey quand même, je crois, à un moment, mais Bon, c'est... c'est par rapport à ce qu'elle a vécu, C'est bien noble de Mm, sa part. mm. franchement, Et ça je aurait été pense aussi que mérité. ça lui donne un peu une raison de vivre et de survivre finalement sa vengeance. Parce que sans ça, Oui, c'est ça, il lui reste pas grand-chose il d'autre, lui hein. reste plus grand-chose, ouais. Elle a de moins en moins de famille et ses amis, elle se rend compte elle peut pas vraiment se reposer sur eux. Bah, ils ont pas les mêmes objectifs de vie. Hein. Tourte chaude, il a peut-être pas tout à fait la même envie, ou Gendry même, hein, ils ont peut-être pas tout à fait les mêmes envies qu'elle, quoi. Elle rêve de retrouver sa famille, et c'est une noble et tout ça, donc il y a quand même cette... elle va traverser, on va dire, le monde paysan en plein milieu d'une guerre civile, et se rendre compte qu'elle appartient pas du tout à cette catégorie de population, quoi qu'elle fasse, quoi.
Ouais, puis on lui rejette ça, enfin, dès que Gendry, par exemple, apprend qu'elle est noble, il change de comportement et elle dit: «Mais arrête, enfin, elle veut juste continuer à se comporter avec lui comme il se comportait quand elle était, encore, faux garçon Harry». Et en fait et c'est pas possible. Quand elle arrive à la glander, on le disait tout à l'heure, elle est, habillée en noble et tout le monde lui parle d'elle comme, d'un gros paquet d'or en fait, on la voit pas comme une personne. Donc oui, elle a pas les mêmes objectifs que, sa pseudo-meute qu'elle s'est recréée, mais qui veut juste se poser dans un coin, et surtout échapper à la guerre, en se planquant au fond d'une taverne. Elle a d'autres objectifs, mais finalement, quand ça se réalise pas, elle se retrouve avec juste la vengeance et ça occupe bien les journées a priori. Est-ce que vous qualifieriez Arya Stark de psychopathe du coup? Parce que bon, la liste avec les noms à rayer, ça fait y a quand même un petit peu quelque chose du serial killer là-dedans. Alors je m'y connais pas assez en médecine et en troubles psychologiques pour savoir si on peut dire qu'elle est psychopathe ou pas. Heu, qu'il y ait des trucs qui soient un peu déréglés, à la mort de Ned Stark dans sa tête, ça c'est à peu près sûr et avoir une envie comme ça de tuer tout le monde, oui. Après, est-ce qu'elle est psychopathe ou est-ce que, ça lui est venu petit à petit, comme on disait, parce qu'elle est entourée que de gens qui sont pas des enfants de cœur, que de meurtriers et que la mort, ça fait partie de son quotidien. Elle a un petit côté, j'ai pas envie de dire psychopathe, c'est un peu fort pour elle. J'ai envie de la protéger un peu. Tout ce personnage mal aimé que tout le monde, considère comme une tueuse en série. Non, pour sans blague à part, ce qui fait la différence, je pense, c'est qu'elle tue pas pour le frisson de tuer ou elle tue pas en dépit de toute morale. Elle cherche quand même à justifier ses meurtres. Elle a une raison de le faire. On peut juger bonne ou pas, mais elle a quand même une raison de le faire. Ouais, mais ça, c'est normal. Que quelqu'un qui agisse en tuant quelqu'un d'autre justifie ses actes pour sa propre conscience, tu vois, quelque part. C'est une manière de pas perdre le. Bah, est-ce que Ouais. c'est parce qu'il a différencié d'un psychopathe Mm. justement, Oui, ouais. parce que finalement, les normes sociales, peu importe, et ce qui compte, c'est le plaisir personnel que tu ressens à ce moment-là. Elle le fait pas uniquement pour son plaisir personnel ou pour. Enfin, il y a le garde d'Arenhall qui est dessus parce qu'il faut sortir de là, mais pour lui, c'est un peu une victime collatérale, tant pis pour lui. Mais à part ce cas-là un peu particulier, j'ai pas l'impression qu'elle y prenne énormément de plaisir finalement dans ce qu'elle. Non, je suis d'accord, j'irais dans le même sens. Et il n'y a pas le côté froid, enfin, je vais m'expliquer. Le côté réflexion à froid du meurtre qu'on pourrait imaginer chez un psychopathe. On peut voir quand elle rencontre Jaqen H'ghar avec les différents meurtres, enfin les noms qu'elle va lui donner, elle y réfléchit pas du tout. Et il faut attendre le troisième nom pour qu'elle commence à se dire, ah mais en fait, j'ai choisi des mecs qui étaient peut-être pas les pires et qu'en fait elle aurait pu faire, si elle avait réfléchi un petit peu, elle aurait pu faire un truc bien plus grand et c'est à mon sens, c'est que, là on est sur de la survie et pas du tout sur encore un grand schéma de vengeance ou juste d'assassinat. Et bon, faut dire qu'elle a 9 ans, 10 ans à ce moment-là. 9 ans, je veux dire, elle va pas se transformer du jour au lendemain en psychopathe. Non, pour moi, Arya n'est pas une psychopathe. Par Elle contre, on essaye peut doucement. parler du fait que on a ces POV et la notion de remords n'est pas vraiment présente dans ces chapitres. C'est-à-dire que quand elle repense à ses meurtres, euh, je crois pas qu'elle se pose vraiment la question de savoir si c'était mal. Est-ce que est-ce qu'elle aurait dû le faire? Non, elle se souvient des scènes. Elle se souvient que, enfin, il faudrait pas que sa famille elle se fait la réflexion qu'il faudrait pas que sa famille l'apprenne, mais à part ça, c'est pas ça qui va l'empêcher de dormir la nuit. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si ce personnage-là est-il un personnage moral? Elle a pas de remords parce qu'elle se justifie très bien et elle s'auto, convainc bien toute seule que ce qu'elle fait, c'est bien quand elle tue, Daeron à Braavos. Personne lui a demandé de le faire, elle se dit que c'est un déserteur, il faut le tuer, elle le tue et effectivement, ça a pas l'air comme je dis, de l'empêcher de dormir la nuit. Puis elle est bien contente de retrouver sa louve la nuit, donc finalement tout le monde est content. Alors que ce meurtre-là, notamment, il est quand même assez,
on peut le questionner. Ah, c'est le plus problématique a priori enfin, je mets vraiment le garde d'Arendelle un peu de côté Bon, c'est le plus et sinon problématique. Moi, je trouve que le mode opératoire, alors pour le coup, on va rentrer dans ce dont on parlait au début du chapitre merci, est quand même problématique aussi. alors donc mais merci, ouais, c'est un peu, Alors après, est-ce que c'est pas un problème d'écriture aussi? C'est peut-être possible aussi. Euh, il y a un problème d'âge, enfin pas un problème, mais il y a une évolution aussi du personnage qui se rend peut-être compte que, bah, qu'elle a d'autres atouts qu'elle peut utiliser pour arriver à ses fins, dont elle était peut-être pas consciente ou dont elle était disposée peut-être pas quand elle avait 9 ans. Mais ça, je pense que c'est l'abandon pour le coup du trou de 5 ans qui fait qu'elle aurait eu entre 14 et 15 ans dans le chapitre de Ouais, Mercy, effectivement. dans le plan d'origine de Martine, et qui finalement se termine avec une gamine qui n'a que 11 ans à ce moment-là. Bon, après, on va pas se leurrer, hein, en face, on est globalement en face d'un pédo, hein, donc je pense que Oui, c'est la justification se fait aussi, mais elle a quand même un rapport, on va dire, à la violence qui est quand même tout à fait étrange, puisque juste après qu'elle ait fait ça, elle part se faire violer sur scène. Donc on a quand même un rapport au corps. La conclusion du chapitre de Merci, c'est quand même qu'elle repart jouer le rôle qu'on lui a donné, c'est-à-dire d'aller se faire violer sur scène euh, dans le cadre d'une pièce de oui, théâtre, oui. bien évidemment. Puis le chapitre est quand même écrit où elle dit, «C'est l'heure d'aller me faire violer» ou «C'est l'heure d'aller me faire tuer». Enfin, le côté théâtral, il est là, on sait qu'il est là parce que c'est expliqué au tout début, mais sinon à chaque fois qu'on en reparle dans le chapitre, c'est pas, «C'est l'heure de ma scène» ou «C'est l'heure d'aller faire ma tirade», c'est «l'heure d'aller me faire violer», quoi. Donc ouais, il il y a un problème dans sa tête et ça a pas l'air surtout d'aller en s'améliorant au fur et à mesure des chapitres et des âges qui passent. Ça, je pense que la aria qui erre avec Clegane en Westeros, pour le coup, est très différente de celle qu'on a à la fin du chapitre Merci, quoi. Même si, effectivement, ça, encore une fois, c'est un chapitre provisoire, ça peut être amené à bouger, hein. Mais Ouais, voilà, peut-être pas tirer trop de conclusions de ça, mais enfin, elle évolue, sa psychologie évolue et en tout cas, elle se veut de plus en plus froide, elle veut être personne, elle essaye de elle essaye de pour moins ressentir d'émotions. Elle y arrive plus ou moins bien. Elle y arrive pas du tout quand elle s'endort et qu'elle retrouve sa louve. Mais elle évolue en tout cas entre ce qu'elle était, à Winterfell et jusqu'à ce qu'elle devienne Bravos, au moins jusqu'à la fin avant le premier chapitre de Wind of Winter. Même si on oublie celui-là, ça reste vrai. Et j'avais une autre idée, enfin une piste de réflexion que je m'étais fait quand on préparait le podcast sur la question de la moralité justement et l'usage excessif, on va dire, de violence d'Arya, où je me demandais si les réactions qu'il y avait qui justement sur Arya, qui vont souvent sur la question de la moralité, à se demander mais est-ce que c'est normal que ce personnage-là fasse ces meurtres? Est-ce que c'est moral? Est-ce qu'on est justement sur un psychopathe? Je m'interrogeais si un personnage masculin qui a le même comportement, et on pourra en reparler plus tard, mais la question de la vengeance et c'est en tout cas des idées, comment dire, des œuvres qui me viennent en premier. Il me semble qu'au départ c'était surtout des récits masculins d'hommes qui veulent se venger et qui en réponse vont tuer plein de monde, ou en tout cas vont se venger, quoi. Est-ce que ici ça gêne pas plus parce qu'on est sur un personnage féminin et on va tout de suite s'interroger sur mais est-ce que c'est vraiment moral? Ce qui est pas forcément un questionnement qui on peut se poser la question, est-ce qu'une œuvre doit être morale? Est-ce que les actes représentés dans une œuvre d'art doivent être morales? Et bref, je m'interrogeais sur cette question-là. Est-ce qu'on se pose ces questions-là parce que Arya est une femme, est une jeune fille, ou bien est-ce que c'est parce que c'est vraiment une question à se poser? moi, je pense qu'en termes de réponse, effectivement, on pardonnerait plus ce genre de comportement à un homme. Il y a qu'à voir dans les sources d'inspiration qu'on pouvait évoquer par rapport à Aria. Il y avait le Comte de Monte Cristo. Je pense que les gens qui lisent le Comte de Monte Cristo ne se voient pas du tout, se voient plus dans la peau du comte que dans la peau des victimes, pour le coup qu'il assassine. Puisque, pour rappel, bon, c'est un roman d'Alexandre Dumas, du coup, qui raconte l'histoire de ce personnage. Merde, son nom m'échappe. Edmond Dantès, c'est Edmond ça? Je dis Dantès. pas de bêtises. Ouais. Edmond Dantès, ouais. Donc c'est le personnage d'Edmond Dantès qui se retrouve, on va dire, chassé de chez lui, qui revient avec sous l'identité du comte de Monte Cristo et qui va, par le biais d'identités diverses, mener une vengeance contre ceux qui l'ont amené à être banni et à perdre
toute son histoire, toute sa famille, toute sa fortune. Ce roman d'Alexandre Dumas, on sait que Martine doit l'aimer, en tout cas il adore Dumas, hein, puisqu'il a quand même dit que ce serait le genre de romancier à qui il voudrait serrer la main, s'il était encore vivant. Et on sait qu'il a lu au moins un bouquin d'un historien qui s'appelle Thomas Hayes, qui s'appelle Le Conte Noir, et qui revient sur les origines, entre autres, du comte de Monte Cristo, et sur les origines de sur l'origine littéraire en tout cas, et notamment par rapport au père d'Alexandre Dumas, etc., etc. Donc s'il a lu ça, c'est qu'il est un minimum intéressé par le sujet, et que donc par conséquent, on peut extrapoler en disant qu'il a lu ce livre-là. Livre qui contient lui aussi peut-être des éléments de réponse, on va dire, quant à la conclusion de l'arc d'Aria, puisque Monte Cristo finit par se barrer à l'ouest, une fois sa vengeance accomplie. Donc un petit peu, on peut voir comme ce qu'a choisi la série, en tout cas à la fin de l'arc d'Aria. Donc effectivement, l'histoire pour revenir quand même sur la question de la moralité, je pense qu'il y a des tas d'œuvres, je pense à celle-là, hein, mais il y en a d'autres. Moi, j'avais pensé au Bossu de Paul Féval aussi, mais c'est aussi des œuvres du 19e siècle. On peut même penser, ne serait-ce J'avais évoqué peut-être de faire un point sur les super-héros aussi, mais tu prends la question de la moralité dans Batman, je pense qu'il y a quelques questions à se poser. Oh, il ne tue jamais, oui, mais bon, il casse quand même pas mal de gueule. Ah, Batman, c'est le sujet qui vrai que ça revient, mais enfin, le sujet de est-ce que Batman, ou généralement un justicier, est-ce que c'est bien, c'est mal d'avoir un justicier qui fait ce qu'il fait? Mais c'est vrai qu'on se pose pas la question de la même façon que pour Arya, où chaque meurtre, on se demande si c'est moral, si c'est pas moral. Parce que aussi, bah, peut-être, oui, c'est une femme, c'est un enfant même. Ça rajoute une complexité par-dessus. Et comme tu sais, Comte de Monte Cristo est quand même très proche d'Arya sur plein d'aspects. Enfin, les multipersonnalités, le fait qu'il utilise des poisons, euh, la vengeance, enfin, il y a plein de choses qui la rapprochent de lui. Et on se pose pas non plus la question. Enfin, il y a presque le livre ou la série qui a été faite avec Depardieu. On est content en fait pour le personnage, on est content quand il arrive à tuer ou à ruiner le banquier. Enfin, toutes ces choses-là, on est content quand il y arrive, alors que finalement c'est horrible hein, ce qu'il fait. C'est tout aussi horrible que ce que fait subir Arya à d'autres personnes, mais on le vit pas de la même façon. Par contre, un point qui peut être soulevé, c'est que finalement, enfin, ça reste un écrit, un, un livre, enfin une série de livres écrite par un homme, et en fait, c'est donc le point de vue d'un homme. Et enfin, c'était Virginie Despentes qui disait il y a quelques années à propos du sous-genre de l'horreur du rape and revenge, où, bah, comme son nom l'indique, on va avoir une jeune femme qui se fait violer et qui, en réponse, massacre les hommes qui l'ont violée, où en fait, bah, ça n'arrive pas dans la réalité, et c'est le point de vue d'un homme qui peut être assez limité et qui dit en fait, si ça m'arrivait à moi, voilà quelle serait ma réponse, à savoir je tuerais tout le monde. Mais sur ce point-là, il y a quand même ces dernières années des femmes qui reprennent ce sous-genre et ce genre de thématiques pour se les réapproprier. On peut voir un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle The Nightingale, qui était faite par la réalisatrice de Babadook. Il y a eu A Young Promising Woman avec Carey Mulligan. Bon, c'est des thématiques qui sont, j'ai l'impression, reprises et que les femmes se réapproprient, à savoir, parce qu'en fait, on est bah, comme sur une œuvre d'art, hein, c'est pas la réalité, et moi, je trouve que ça peut être un point de vue aussi féministe, le côté un peu jubilatoire d'avoir des femmes qui se vengent en fait de tout ce qu'elles ont subi. Moi, personnellement, je trouve que c'est des récits qui me plaisent plutôt bien. Bah, de toute façon, c'est déjà la vengeance de Mm. façon générale d'un personnage, enfin, surtout quand tu te venges contre des, des grands méchants comme on en a dans tous les exemples qu'on a cités, c'est toujours un peu jubilatoire. Et puis c'est aussi parce que c'est une fiction que ça arrive pas forcément tous les jours et que les méchants perdent pas toujours à la fin dans la vie réelle. Quand tu lis ou quand tu vois une fiction où il y a un personnage qui va se venger de choses horribles qui lui sont arrivées, bah c'est agréable. Ça réveille un petit peu l'instinct primaire en nous, mais c'est agréable de se dire, bah voilà, les méchants ont payé. Et dans le cas d'Aria, enfin, tu vois, les gens sur sa liste,
il y en a aucun que tu as envie de croiser. Je pensais, tout à l'heure, on parlait de vengeance et de moralité. Est-ce que, Tywin et les Noces pourpres, finalement, il y a une vengeance ou il y a une stratégie qui est mise en place? Est-ce qu'on se demande si c'est moral ou pas? Ah, encore que les Noces pourpres, il ne s'agit pas d'une vengeance, je pense. C'est vraiment un mouvement stratégique politique. La question qu'on peut se poser, Enfin, c'est en pour ce les qui frais, c'est concerne une les vengeance. règnes de Castamere, pour le coup. Qui, pour le coup, eux, ont subi la Aussi. vengeance de Tywin, quoi. Parce que c'est moins politique pour les règnes que ça ne l'est pour les Noces Tywin. pourpres. Enfin, à mon sens, en tout C'est cas. stratégique au sens où il prépare le futur. Il sait qu'en faisant un coup d'éclat maintenant, il met un exemple pour tous les autres qui suivront. Alors le coup d'éclat, il est un peu violent. Pareil, on se demande pas si c'est moral à ce moment-là d'avoir fait ce qu'il a fait. Enfin, personne ne va titiller Tywin pour, lui demander des comptes sur ça. Il l'a fait et ça lui a permis d'arriver où il en est. Dans le texte, pour le coup, si, je trouve. Il y a quand même Tyrion qui le questionne sur la moralité de ça, et lui, il lui répond en lui disant est-ce qu'il vaut mieux tuer une poignée d'hommes Oui, ou 10 dans 000 le à la texte, oui, bataille, mais je quoi. parlais plutôt du côté des Mm. lecteurs, en fait. Ah On oui, se oui. questionne pas sur ce que fait Tywin en tant que bon, tout le monde est d'accord pour dire que massacrer tout le monde, je pense qu'on n'a pas envie de le faire. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un vrai débat sur, est-ce que Tywin est moral ou pas? Enfin, il est froid, il fait ce qu'il a à faire pour sa famille, ça marche et finalement tant mieux pour lui. Alors le personnage est pas forcément sympathique, il est pas forcément aimé des fans, mais la question de sa moralité est moins souvent mise sur la table que celle d'Arya. Tu veux qu'on fasse un podcast sur la moralité de Tywin Lannister? On fera un podcast sur la moralité de Tywin Lannister. Parce que je pense que là, bon, c'est pas qu'on s'égare, mais je pense qu'on Oui, on pardon. entre dans des débats qui pourraient être sans fin. Une chose qui est sûre à Tout propos à de fait. Tywin, c'est que dans la série, ils ont fait le choix de le mettre en face d'Arya, donc c'est quand même ça, c'est quand même pas complètement anodin. Ça vient casser un peu, on va dire, la suite des psychopathes, encore que en puissance qu'elle a croisée. Alors pour le coup, on pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'une part, quand tu as un acteur comme Charles Dance, tu essaies de le faire jouer un maximum de scènes et pas de le laisser trop absent de la saison. Et d'autre part, à cette époque-là, il remplace Gregor Clegane dans l'arc narratif d'Arenal. Tout simplement parce que l'acteur qui jouait Gregor en saison 1 était casté dans le Hobbit à cette époque-là, donc il s'est cassé en Nouvelle-Zélande. Et peut-être qu'il pouvait revenir, peut-être qu'il ne pouvait pas revenir, mais du coup, en attendant, ils ont fait le choix de mettre un Gregor un peu fantomatique dans les arrière-plans avec un gros casque et 3 répliques pour éviter d'avoir à le remontrer avant de finalement le recaster. Donc le choix de Tywin dans ce moment-là s'est avéré dire le plus judicieux possible en attendant plus, mais ça pose la question de savoir est-ce que le parcours dans la série il est exactement le même et est-ce qu'il peut être exactement le même avec, avec cette proximité à nouveau de la noblesse que l'aria des bouquins n'a pas, quoi, qui continue à être au niveau du bas peuple pendant toute cette période-là. Enfin, les problèmes de production, ils sont ce qu'ils sont enfin moi, ce qui m'avait le plus, dérangé dans ce passage où elle est longtemps en contact avec Tywin, c'est comment ils ont essayé d'arranger le truc pour pas qu'elle puisse le tuer ou pas qu'elle puisse se donner son nom à Jaqen pour qu'il aille la tuer. Enfin, c'est un peu maladroit et on sent que il fallait faire avec ce qu'il y avait sous la main. Parce que sinon, oui, la guerre est finie tout de suite et fin de l'histoire, fin de la série. Mais de manière Après générale, hein, dans le bouquin, moi je me souviens m'être dit, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'elle donne des noms comme ça à Jaqen? Mais une fois de et plus, la réponse est c'est une gamine de 9 ans, peut-être. Mais du coup, il y a cet effet, ah, ouais, elle donne pas les bons noms au truc, et puis quand tu le réalises un peu en tant que lecteur, tu fais, mais oui, mais elle a un pouvoir de ouf et elle l'utilise pas, et ça crée beaucoup de frustration. C'est ouais, c'est bah, je pareil reviens en qu'avec parlais les tout à vœux l'heure, du hein. génie, hein. Exactement. Ça rejoint un peu le côté orientalisant du voyage d'Aria, puisque au bout d'un moment, elle finit par passer par Bravos pour aller rejoindre les assassins, pour le coup. Alors là, en termes de référence sur les assassins, bon, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est les Assassins de la Guilde des Assassins du Moyen-Orient, hein, qu'on retrouve dans les Assassin's Creed, entre autres, hein, avec notamment leurs vieux de la montagne qui, a priori, pouvaient envoyer des assassins tuer des gens. Alors, qu'est-ce qui est du mythe, qu'est-ce qui est de la réalité là-dedans? On vous laisse faire des recherches de votre côté sur l'historicité de la chose. Toujours est-il que c'est un énorme morceau, on va dire, culturel que Martin se réapproprie ici.
C'est quelque chose qu'on va avoir et qu'on va retrouver pas à n'importe quel endroit, qu'on va retrouver à Bravos, qui est une ville pleine de masques, qui est une ville pleine de faux semblants, qui est aussi une ville rebelle. Donc quelque part, c'est la ville parfaite pour Arya, puisque c'est la ville qui refuse l'ordre établi et qui choisit, alors un peu en sous-marin, de continuer son existence jusqu'à ce qu'elle se révèle. Donc est-ce que c'est pas le parcours d'Arya justement de continuer un peu sa vie derrière, une fois qu'elle aura terminé sa formation en sous-marin, jusqu'à révéler son identité à quelqu'un en disant haha, Yesui Inigo Montoya, toi tu es mon père, prépare-toi à mourir quelque part. Ouais, j'avais plus l'image de Scooby-Doo, on enlève le masque et on regarde la fête foraine, mais Mais moi, Inigo Montoya, ça me vient assez facilement parce que Sirio Forel, la manière dont ils l'ont casté oui. dans la série, ça va avec, je trouve. Et C'est vrai. est-ce que tout, parce que bon, Martin a eu son mot à dire sur les castings de la saison 1, donc même un peu ultérieur. Donc, eh, est-ce qu'on n'a pas un peu de Princess Bride dans toute cette affaire? J'attends le montage sur YouTube. Oui, il doit déjà exister. Et ouais, s'il n'existe pas, je renie YouTube. Non, mais une fois de plus, on a du coup ce cadre qui vient entourer Arya et qui entoure aussi sa quête d'identité, puisque il y a tout un jeu de qu'est-ce qu'on perd comme identité et qu'est-ce qu'on y gagne dans la démarche de, de Martine, que ce soit du côté de Sansa qui finit par devenir Hélène, que ce soit du côté de Bran qui va prendre petit à petit son identité de Corneille à trois yeux aussi. Il y a ce jeu qui existe au niveau des enfants Stark en tout cas, quant à la question des identités. Est-ce que ça vous évoque quelque chose du coup, tout ça? Mais Arya, c'est celle qui va le plus loin dans ce jeu-là, parce que c'est elle qui a le plus d'identité. Je crois que j'en avais compté une dizaine en relisant les chapitres, je sais pas si j'en ai oublié au passage, mais elle est très très loin devant les autres. Et Bravos, oui, enfin, le coup des visages qui changent, de qu'est-ce que t'abandonnes quand elle va jeter ses affaires, c'est un peu, elle jette tout dans le canal, elle va jeter tout ce qu'elle a, sauf aiguille évidemment, mais c'est un peu tout son passé qu'elle va jeter. Qu'est-ce qu'elle regagne derrière, parce que elle va monter quand même dans les grades de la maison du noir et blanc, et elle devient finalement une personne un peu à part entière, parce que, alors ça, avec une nouvelle identité, mais elle est pas tant personne que ça au sein du temple, et de toute façon, elle arrivera jamais à être personne. Enfin, à chaque fois qu'on lui demande qui elle est, qu'elle répond personne, ça foire un peu. Contrairement à Sansa sur ce point-là, qui arrive, je vais pas dire du premier coup, mais qui arrive à se faire passer pour quelqu'un d'autre quand elle est quand elle est dans les Ériers. Et elle se fait repérer, enfin, personne la repère à ma connaissance. On arrive, à part quand Littlefinger va dévoiler son super méga plan pour gouverner le monde. Arya, elle a finalement peut-être plus de mal parce qu'elle est aussi entourée de gens qui sont plus experts. Mais à se détacher complètement de son ancienne personnalité et à devenir enfin, ce personne, et pas cette personne. Mais je trouve que c'est aussi, et c'est un des points qui rapproche aussi, je trouve, Arya et Sansa dans leur, justement, cette mécanique de changement d'identité, d'essayer de devenir quelqu'un. Et c'est vrai que c'est marrant que peut-être Sansa ait plus de facilité à le faire, parce que c'est quand même ce que recherche Arya depuis le début. Et c'est vrai elle est quand même pas si bonne que ça à ce petit jeu. Et en allant à Bravos et en, en rejoignant la maison du noir et blanc, elle va se professionnaliser là-dedans. Mais bon, c'est une réflexion que je me fais, mais enfin, c'est de savoir comment est-ce que ça va finir. Est-ce qu'elle va réussir à finir sa formation? Est-ce qu'elle va partir? On ne sait pas. Mais c'est vrai que je me demande un peu, enfin, je me dis que cette guilde d'assassins, elle est peut-être pas si bonne que ça, parce que Arya, elle est quand même plutôt mauvaise. Elle fait un peu n'importe quoi. Elle pense qu'à sa vengeance initiale. Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est pas du tout de servir, enfin de respecter les processus, on va dire, d'assassinat, à savoir de tuer des gens qui n'ont pas, que tu ne connais pas, qui il faut qu'il y ait un contrat. Et en fait, c'est pas du tout ce qui, enfin, elle se Elle vient lance un juste peu, prendre des compétences, quoi. bah oui, c'est ça, c'est complètement Mm. intéressé, et c'est un peu surprenant que, jusqu'ici, elle se soit toujours pas faite virer. Bon, bien sûr, c'est le scénario, mais quand elle tue,
d'Aréon, ce qui lui arrive, on sait même pas, c'est même pas tant une punition le fait qu'elle devienne aveugle, parce que c'est juste un élément de la formation pour lui permettre de développer ses autres sens. On peut le comprendre, enfin ça arrive juste après, donc ça, il me semble. Donc ça aurait pu être un peu une punition, mais en fait le but c'est de la rendre encore plus forte. Oui, et on peut se demander si est-ce qu'il n'y a pas un espèce de contrat ultime où ils ont besoin d'Arya finalement. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin qu'Arya reste Arya? Ça fait partie des éléments dont on aura la réponse plus tard, parce que on ne sait pas quel est exactement le plan. On ne sait pas quel est le plan de Jaqen à Villevieille non plus. Hein. Il part là-bas pour faire des trucs, il tue des gens. Certes, on verra bien. Est-ce que la maison du noir et du blanc est aussi neutre que ce qu'on veut bien le croire, ou est-ce qu'il n'y a pas un contrat ultime pour lequel ils ont besoin d'un enfant Stark au final? Bah, il y en a qui ont proposé ça, je sais qu'il y a des théories un peu qui traînent ici et là sur ils ont besoin d'un change-peau plus que d'un enfant Stark, et on se rend compte que ça lui sert pas mal pour dans sa formation de voir à travers les yeux des autres animaux. Jusque-là, elle est arrivée là un peu par hasard pour trouver refuge en se barrant de Westeros. Elle arrive là facile avec la pièce que lui donne Jaqen, et elle a pas l'air de mal s'y plaire, mais oui, vers où elle va aller? Est-ce qu'on va la garder jusqu'au bout? Est-ce qu'elle va réussir à devenir une vraie sans visage? Moi, j'ai du mal à y croire. Bah, tant qu'elle aura pas jeté aiguille, c'est pas possible. L'homme plein de gentillesse a l'air de savoir absolument tout ce qu'elle fait, d'une façon ou d'une autre. Le fait qu'elle ait pas jeté aiguille, j'ai du mal à croire que ça soit passé complètement inaperçu, sachant que c'est 10 mètres devant les portes, sous les escaliers. Tiens, moi, je suis assez curieux. Alors, pour le coup, la partie d'Arya à Bravos me fascine pas du tout. Je n'aime pas du tout les récits d'apprentissage. Donc, voir des gens gagner en compétences, c'est quelque chose qui m'intéresse pas. Pardon. Ouais, c'est vrai que c'est un peu level up à chaque fois. Ouais, c'est ça. Et du coup, enfin, je sais pas, j'ai du mal à me passionner pour cette partie-là, même si j'aime beaucoup la ville. Est-ce que Martine fait dedans? Notamment le moment qui m'intéresse le plus, c'est le moment où elle croise Samuel, quoi, au final. Mais je suis quand même très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer pour elle après Merci, quoi. Parce que pour le coup, je crois pas qu'elle ait de contrat sur Raph Toumiel. Je me souviens plus du chapitre exactement, mais elle a pas de contrat sur Raph, c'est elle qui décide de Non, c'est juste l'assassiner. qu'elle le découvre. Enfin, c'est un des gardes du corps de. C'est Swift qui est l'envoyé de Westeros là, qui Ouais, est là. c'est ça. C'est Swift, hein, elle le voit, elle se dit tiens, j'ai déjà vu cette tête quelque part, je vais aller me le faire. Mm. Je pense que la réflexion Donc, elle s'arrête là. quelle va être la conséquence de cet acte-là, qui est quand même encore au-delà du... en termes d'incident diplomatique, on est quand même sur quelque chose d'assez costaud, quoi. C'est pas juste... pour le coup, Darion, personne n'en avait rien à foutre. C'était un mec de la garde de nuit qui avait déserté. Bon, Oui, oui, il meurt voilà. pas. Là, on est quand même sur quelqu'un qui fait partie d'une escorte. Du coup, il y a quand même quelque chose, quoi. C'est pas rien non plus. Enfin, moi, j'espère qu'on aura la suite de ça. Il faudra voir si elle se fait gauler aussi, hein, si on retrouve le cadavre ou pas. Une des dernières lignes de chapitre, je crois que c'est quand elle se dit j'aurais dû l'amener près du lac, près du canal. Ça aurait été plus facile à balancer que maintenant il va falloir que je me le traîne jusqu'en bas des escaliers. Côté très pratique. C'est-à-dire qu'elle vient de tuer quelqu'un enfin, à coup de couteau et machin. Bref, tout ce qu'elle pense, c'est comment je vais balancer. Et suivant comment ça se passe, est-ce que l'incident va faire du bruit ou pas? Est-ce que c'est juste parce que finalement, ce garde du corps, il disparaît, je pense que c'est pareil, hein. Un mec qui se perd dans la nature, ça arrive. Je pensais pas forcément aux conséquences du côté de l'escorte de Swift. Je pensais plus au côté par rapport à l'homme plein de gentillesse, justement. Si elle est capable d'attaquer quelqu'un sans ordre dans une délégation, tu vois, qu'est-ce que Ouais, mais ça ça veut dire suppose que derrière, l'homme plein de quoi? gentillesse le sache, en fait. Ouais. Si l'homme Oui, plein mais de gentillesse arrive. comme il a l'air d'être au courant de tout, du C'est coup, vrai, voilà. Mais est-ce que voilà, ça va être est-ce que peut-être son Mm. apprentissage, c'est de réussir à camoufler ses propres crimes et à passer pour la bonne élève, ce qu'elle a pas réussi à faire, quand elle a tué, Darion. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit un peu ça la suite du truc, c'est, de réussir à minder un peu l'homme plein de gentillesse et à pas l'élève qui dépasse le maître. Ce qui serait un motif pour le coup, Très classique, hein, il y a pas de bon, de film de kung-fu, quoi, finalement. C'est, oui, oui, non, mais Mm. c'est pas que c'était original, hein. Je dis pas ça dans le sens où c'est pas original, c'est juste que comme Martin aime bien brasser plein d'influences et plein de et mettre pas, tu vois, mettre un arc narratif de film de kung-fu dans une Venise fictive, tu vois, c'est le genre de choses qu'il aime bien faire, prendre un élément, un endroit et le mettre ailleurs.
Voilà. Ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Kung Fu Panda à Bravos, j'achète. Ce que ça me fait dire, en fait, c'est quand même qu'on a des attentes, sur la suite et qu'on a eu, Mm. une vision, enfin une version avec, la série. On en reparlera peut-être après. Pas forcément des plus satisfaisantes en termes de construction et de logique, cohérence, tout ça. Et donc, bah ouais, moi, on en attend pas mal un peu sur la suite. Enfin, on est curieux de savoir en fait vers où on va. Moi, je vais juste faire une petite incise avant de terminer avec cette histoire d'assassin, parce que moi, en cherchant un peu, je me suis dit qu'il y avait bon, la Ligue des Assassins que Martin évoque en interview en 2016, pour le coup. Moi, je me suis dit qu'il y avait aussi Batman. Encore une fois, je reviens dessus, hein, parce qu'il y a quand même l'idée. Il y avait l'idée de se venger, d'être un espèce de justicier masqué. Pour le coup, Arya va porter des masques. Je trouve que les super-héros s'inscrivent un peu peuvent s'inscrire dans ce type de schéma. Ou les super-vilains, ça reste à déterminer. Il y a du côté de DC, pour le coup, il y a une Ligue des Ombres, une Ligue des Assassins qui est clairement inspirée des mêmes qui ont donné Assassin's Creed, donc qu'on retrouve dans la trilogie de Nolan autour de Batman Begins et compagnie. Donc la Ligue des Ombres qui fait son apparition en comics dans les années 70 et qui protège un puits qui s'appelle le puits de Lazare, qui permet de guérir des blessures et de ramener des morts à la vie. La seule chose, c'est que les gens qui sont ramenés à la vie dedans ne seront plus jamais les mêmes. Donc je trouve que même cette thématique-là, elle rejoint quand même vachement la maison du noir et du blanc. Oh, je pensais même au personnage que croise Arya avec Mhm, Beric Dondarrion et Toros de Myr. tout à fait. Et puis sa mère, Accessoirement. On l'oublie un peu trop accessoirement, ouais. souvent, qui est vivante et morte à la fois. Et plus tout à fait la même. Mais comme beaucoup de Stark, hein, finalement, qui finissent par devenir des fantômes, et on l'a pas évoqué, mais Arenal, on l'avait dit déjà dans un podcast précédent, c'était la cité gothique par excellence, avec tous ces vampires, ces trucs, ces machins. C'est pas étonnant qu'on ait une notion de fantôme de Arenal à cet endroit-là, et que Arya finisse par devenir ce fantôme, quelque part entre la vie et la mort, un peu comme tout le monde, hein, finalement. C'est assez intéressant. Arenal, c'est vraiment le moment où elle va switcher, en fait. C'est le moment plus, elle va Mm. commencer à avoir vraiment ses rêves de loup en partant de là. C'est la première fois où elle va tuer quelqu'un et enfin, instinctivement, elle va dire Valar Morghulis en le tuant alors qu'elle sait pas encore ce que ça veut dire. Enfin, c'est vraiment le moment où elle passe de la petite fille qui essaie de s'enfuir à tout le reste, en fait. À tout ce qu'elle était pas avant, ça commence là. Bon, je pense qu'on commence à avoir fait le tour un peu de tout ce qu'on avait à dire sur Arya, en tout cas pour sa partie, pour son pendant littéraire. On a un peu évoqué la série au cours du podcast. Je pense que ce serait intéressant de faire un point sur la fin donnée à Arya de la part de la série, euh, dont on, dont on peut penser qu'elle est partiellement celle de Martine, totalement celle de Martine, pas du tout celle de Martine. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Sur la fin elle-même, j'ai du mal à savoir. Enfin, le fait qu'elle parte faire le tour du monde et explorer, pourquoi pas à la limite, allez, après tout, enfin, ça dépend ce qu'elle aura fait avant. Moi, ce qui m'a le plus dérangé dans la partie série, bah, son passage à Bravo, est un peu bâclé et elle revient de là avec une méga super pouvoir de changement de visage, qu'elle a l'air de maîtriser parfaitement et finalement elle s'en sert pas ou très peu. Elle Enfin, s'en il y a sert ce une fois pour Valder Frey. ouais, voilà, enfin, c'est en intro de série et il y a peut-être je crois qu'il y a le truc avec, Littlefinger qu'on a tous essayé d'oublier. Et pas elle switch pas de visage au moment pour, tu enfin, Je suis même pas sûr qu'elle ait besoin de switcher de visage à cet endroit-là. je sais plus, enfin des quêtes annexes, un peu, bon, ce qui me pose problème, c'est qu'elle passe par Bravo, c'est finalement et puis quoi maintenant? Et bon voilà, tout cette partie jusqu'au moment où elle tue le roi de la nuit, tout ça, bon, j'y crois pas trop, Il y a un truc que je trouve intéressant, moi, c'est l'idée à un moment, elle arrive à un stade où qu'est-ce que je peux bien faire? Tu sais, une fois qu'ils ont terminé avec le roi de la nuit et tout ça, là, on touche quelque oui. chose qui pourrait faire partie des problématiques d'Aria, qui est maintenant à quoi est-ce que je sers, tu vois? Finalement, j'étais un couteau, est-ce qu'un couteau, ça sert dans un endroit où il y a des livres, tu vois, quelque part? Ouais, ouais, c'est Euh, pour ça que je dis, c'est une fois que tu as passé tout ce machin-là, le fait qu'elle parte faire autre chose ailleurs, ça me pourquoi pas en fait? Ça me choque pas plus que ça. Est-ce que Arya serait du genre enfin la Arya des livres serait du genre à vouloir aller explorer le monde en bateau? Je l'imagine plus faire autre chose dans cette même trame-là, mais c'est-à-dire changer complètement de vie, arrêter un peu tout et c'est très étrange après s'être rabiboché avec Sansa, puisque la série propose quand même cette version-là où finalement sa famille la sauve un peu, quoi, en termes d'émotion. L'empêche de devenir totalement cette psychopathe. C'est très curieux qu'elle ne reste pas aux côtés de Sansa pour l'aider, pour la seconder, quoi.
Il y a quand même ce truc. Oui, surtout elles sont devenues potes à la fin, là, c'est bon, c'est non, mais que l'arrière des livres partent, je sais pas, se balader retourner dans le Conflent, retourner sur, les traces de là où elle est passée, et avoir sa petite vie indépendante, ça me choquerait pas plus que ça parce que c'est un peu la rédemption et le j'ai fini ma tâche comme tu dis, je pose l'épée et puis je m'en vais. Mais ça suppose beaucoup de choses qui sont dans la série qui n'arriveraient pas dans les livres, ça suppose qu'elle soit pas devenue une assassin, absolument parfaite, ça suppose qu'elle se retrouve pas tant que ça avec Sansa et que même si elle se revoit, ça matche pas complètement. Ça suppose plein de choses. Je redis? Que ça m'évoque, c'est le côté un peu fanservice, ou en tout cas ils avaient des points qu'ils ont voulu mettre dans la série. Et sûrement peut-être qu'on les retrouvera dans le livre, et c'est pas tant ça le souci, c'est plus la construction, l'évolution du personnage, et comment est-ce qu'on évolue d'un des faits à l'autre, comment est-ce qu'elle passe de Bravos à assassiner Walder Frey, comment est-ce que elle repasse à je retrouve Sansa et en fait on est super potes, et comment est-ce que finalement je pars explorer le monde. Sûrement qu'on retrouvera certains de ces points dans les livres, et je pense que ça pourrait m'aller. J'ai pas, sur le fond, j'ai pas tant de soucis que ça, mais il nous faut juste un peu plus d'éléments enfin un peu plus de construction, quoi. Bah, notamment le renoncement à sa vengeance, parce qu'il y a clairement dans cette idée, elle finit par être convaincue par Sandor Clegane que il faut pas se venger, alors que je ne vois pas du tout la Sansa des livres pour l'instant renoncer. Ah, Sandor, il est peut-être pas mort, peut-être cette fois je vais vraiment le tuer, tu vois. Je la vois pas. C'est quand même celui qui a tué Mika, qui est un espèce de trauma originel. Elle ne peut pas actuellement lui pardonner aussi facilement, quoi. Bah, pour l'instant, elle a pas pardonné, en tout cas dans les livres, elle lui a pas Mm. pardonné. Est-ce qu'elle va savoir qu'il est Qu'il est vivant, ça vraiment c'est autre chose. qu'il est vivant? Ça, c'est pas certain. Moi, le renoncement de la vengeance d'Arya dans la série en saison 8, tel que ça a été amené, ça m'amène surtout, ok, elle renonce pour qu'il puisse y avoir le Clegane Ball, quoi. Ça m'a vraiment fait ça. Bah, c'est ça, hein. Parce que pour l'instant, je vois pas enfin, elle va renoncer à il reste encore du monde sur sa liste. Effectivement, j'ai du mal à voir à quel moment elle va se dire: «Oh finalement Cersei, je laisse tomber». Enfin, les autres qui restent sur la liste, maintenant que Joffrey est parti, maintenant que si on considère Clegane, mort pour elle, j'ai du mal à imaginer qu'elle les garde, enfin, si elle pourrait passer l'éponge sur les autres, je veux dire. Sur Cersei, j'ai plus Il reste Eileen Payne, moi, que je pense qu'elle finira peut-être par se faire, mais bon, à voir, enfin, encore une fois, tout ce qui va arriver à Arya est tellement indécis, à quel moment elle va pouvoir le recroiser? Il va falloir encore quelques chapitres, hein. des chapitres qui, pour l'heure, ne sont pas encore écrits. Retourner l'aiguille dans la plaie. Je redis. Non, je voulais dire, j'espère que dans les prochains livres, on aura plus de chapitres, parce que dans A Feast for Crows, donc il y a 3 chapitres d'Arya, et dans A Dance with Dragons, il y en a 2. Enfin, en tout cas, sur les 2 derniers livres, ça faisait 5 chapitres sur Arya, plus le chapitre sur Mercy. Ça fait quand même peu par rapport aux autres, à d'autres POV. Et puis, par rapport au tome précédent, dans le troisième, quand on a 13 chapitres sur Arya, on avait le temps de voyager, de voir des trucs. Là, c'est sûr que si dans The Winds of Winter, on a 2 chapitres sur Arya, c'est pas là non plus que ça va avancer. Donc, c'est vrai que je m'interroge là, en 2 tomes, comment est-ce que... Elle peut croiser du monde, hein. Elle peut croiser du monde, comme les chapitres avec Sam, où finalement tu la vois par les yeux de Sam. Ça peut Ouais, être évolué, enfin, ça peut s'évoluer via d'autres personnages. Mais encore faudrait-il qu'elle parte de Braavos à un moment, parce qu'on sent bien bah qu'elle ouais. passait sa vie là-bas. Il va falloir qu'elle retourne bah, là où il y a de l'action. Oui, après on peut s'imaginer que si elle ne se débarrasse pas du corps de Raph, elle puisse prendre sa place auprès de Swift et rentrer à Westeros. Il y a aussi une théorie qui la voit bien remplacer Missandei auprès de Daenerys. Et je crois, si je dis pas de bêtises, aussi que Thierry Soulard, donc des MDM, celui qu'on connaît sous le nom de DMDM pour la garde de nuit, avait aussi développé quelque chose autour de la fausse Arya, puisque Arya a quand même un substitut, hein, on parlait des histoires d'identité, qui est Jane Poole, qui est créée entre guillemets de toutes pièces par euh, Bruce Bolton pour qu'il la marie à Ramsay. Et donc, il y aurait lui émettait la théorie qu'Arya pourrait prendre la place de la fausse Arya pour contracter un mariage ailleurs. Ça me fait penser que cette histoire de fausse épouse reprend encore une fois un peu la thématique du lac des Cygnes, notamment si on pense au fait qu'aussi
Arya croise à Arenal son fiancé, Elmar Frey, en tout cas celui qui lui a été convenu lors des négociations avec Robb, enfin en tout cas entre Robb et le vieux Valder. Mais Elmar ne la reconnaît pas et elle préfère fuir le mariage, ce qui est une des fins du lac des Cygnes possible. Enfin bon, bref, je m'égare, mais bon, de toute façon pour l'instant on n'a pas toutes les réponses, donc on va s'arrêter là. En attendant, on va vous laisser là. Merci à tous les deux d'être venus parler d'Arya et défendre ce personnage qui cristallise aussi bien de l'amour que de la haine de la part de la fanbase. Hein. Il y a ceux qui l'adorent, il y a ceux qui la détestent. On peut dire ça comme ça. Je pense qu'on a réussi à émettre quelque chose d'assez nuancé au final, qui plaide assez en faveur du personnage, mais qui reste tout de même assez mesuré dans, on va dire, la fanitude de la chose. Bah, merci à toi, Chris, pour l'organisation, pour le podcast. Eh ben de rien, avec plaisir. La prochaine fois, on va se retrouver avec un nouveau programme, on va dire, pour 2024, puisque House of the Dragon a été annoncé pour sa saison 2 à l'été 2024. On va donc revenir vers les podcasts sur les grandes maisons, tels qu'on les avait initiés pour la saison 1, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux grandes maisons qui devraient être présentes normalement dans la saison 2. On se base sur les teasers et sur la connaissance qu'on a de Feu et Sang, mais globalement, vous pouvez vous attendre aussi bien au retour des Stark que au Bracken et au Nerbosk et tout un tas d'autres joyeusetés. L'idée étant toujours, dans ce type de podcast, bien évidemment, d'arrêter l'histoire de la maison au moment des événements d'House of the Dragon pour éviter un maximum de spoilers. Sur ce, on espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit rendez-vous en 2024 donc avec ce programme qui ressemblera à s'y méprendre à celui d'il y a 2 ans. Sur ce, portez-vous bien mais Chris du présent. Ah, ça a marché. Mais Chris du turfu, je te croyais parti à jamais. Je serai toujours avec toi, Chris du présent. Mais comment c'est possible? Comment est-ce que t'arrives à être encore là? Ouf. Tu sais, j'ai piqué un truc à un gars qui se balade en cabine téléphonique. Je brûle un soleil, juste pour te dire au revoir. Enfin, je me suis dit que le coup de la lettre, c'était pas ouf, que j'allais pas te larguer par SMS, tu vois. Oh, arrête, tu vas me faire pleurer, quand je pense que je vais passer les fêtes tout seul sans toi. Oh, mais tu sais, c'est rien qu'un monceau de niaiserie capitaliste, cette histoire de Noël. Oui, mais tout ce que je voulais pour Noël, c'est toi. Oh, ça me touche. T'es une belle personne, Chris du présent. Maintenant, je te dis adieu, et je te laisse avec un mash-up, parce que je sais que t'adores ça. Joyeux Noël! Et à bientôt, enfin à jamais. Ciao quoi, salut, je suis pas doué pour les adieux. Où j'en étais moi déjà? Oh, la musique commence déjà. N'oubliez pas que vous pouvez partager cet épisode sur les réseaux sociaux et que vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que vous pouvez noter cet épisode, que vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas, si vous aussi, Maria Carré, vous en pouvez déjà plus et surtout si vous avez l'opportunité de laisser une petite obole à la garde de nuit pour qu'on continue à produire ce genre de choses, eh bien n'hésitez pas, le Hello Asso est en description. Ciao ciao. It's not your fault that you're always wrong. One day, just above